75 000 lits, une prison, zéro pitié. En 2023, le Salvador a inauguré la plus grande prison des Amériques, construite pour une seule raison, enfermer ceux que le président appelle des terroristes, des gangsters, des meurtriers, ou simplement ceux que le gouvernement n'aime pas. Une forteresse de béton, entourée de barbelés, des cellules sans lit, sans fenêtres, sans contact avec l'extérieur. Des dizaines de milliers y vivront. Pour toujours. Ce n'est pas qu'une prison, c'est le symbole d'un nouveau Salvador. Pendant des décennies, le pays était un champ de bataille. Pas entre armées, mais entre gangs, police et civils pris au piège. MS 13, Barrio 18. Deux des gangs les plus violents au monde. Ils contrôlaient en maïs des quartiers, des écoles, même des hôpitaux. Des enfants recrutés avant même d'apprendre à lire. Les meurtres étaient un quotidien. La police n'avait aucun pouvoir. L'État s'effondrait. Puis, un homme est arrivé, Nayib Bukele. Jeune, populaire, intransigeant, il a déclaré une guerre totale contre les gangs, imposé l'état d'urgence et arrêté plus de 80 000 personnes, sans mandat, sans procès. Soudain, les rues se sont tues. Les meurtres ont cessé. Le Salvador est devenu plus sûr qu'il ne l'a été depuis des décennies. Mais à quel prix ? C'est l'histoire d'un pays qui a échangé le chaos contre le contrôle, et d'un président salué comme un sauveur par certains, et accusé de dictature par d'autres. Pour comprendre comment le Salvador est devenu sûr, il faut d'abord comprendre comment il est devenu dangereux. Ce ne fut pas soudain, ce n'était pas juste la pauvreté, ce n'était pas seulement la drogue, c'était l'histoire. Dans les années 1980, le Salvador a été plongé dans une guerre civile brutale. 12 années de massacres par les escadrons de la mort du gouvernement, de guérillas marxistes et d'interventions militaires américaines ont ravagé le pays. Lorsque la guerre s'est terminée en 1992, plus de 75 000 personnes étaient mortes. Des communautés entières avaient été déplacées. La confiance envers l'État était détruite. Ce qui restait, une nation traumatisée et désespérée. C'est alors que les gangs sont arrivés. Mais ils ne venaient pas d'ici. Ils venaient de Los Angeles. Pendant et après la guerre, des centaines de milliers de Salvadoriens ont fui vers les États-Unis, beaucoup s'installant dans le sud de la Californie. Là-bas, leurs enfants ont affronté le racisme, la pauvreté et la violence dans les écoles et les rues américaines. Pour se protéger, certains ont formé des gangs, les plus célèbres étant MS-13 et Barrio 18. Mais ce sont pas de simples bandes de quartier. Ils sont devenus des organisations transnationales, actives au-delà des frontières. Et dans les années 1990 et 1000, les États-Unis ont commencé à expulser des dizaines de milliers de ses membres vers l'Amérique centrale. Ils sont revenus au Salvador, endurcis, organisés, armés. Et le pays qui les accueillait n'avait aucun moyen de les arrêter. Pas de police fonctionnelle, pas de système judiciaire, pas de tissu communautaire pour résister. Alors les gangs ont pris leur place. Ils ont imposé leurs propres lois, fondées sur la peur, la violence et le contrôle total. Ils rackettaient les commerces, tuaient leurs rivaux, dominaient les quartiers entiers. Les enfants étaient recrutés très jeunes. Les adolescents devaient tuer pour prouver leur loyauté. Les familles ont été brisées. En 2015, les chiffres étaient effrayants. Cette année-là, le Salvador a enregistré plus de 6600 meurtres dans un pays de seulement 6 millions d'habitants. Plus de 18 homicides par jour. Des quartiers entiers étaient devenus des zones interdites. Certains vivaient toute leur vie sur une seule rue, trop effrayés pour traverser dans le territoire d'un gang rival. Des bus publics étaient incendiés. Les chauffeurs qui refusaient de payer la protection étaient exécutés. Même les pompes funèbres devaient payer une taxe aux gangs pour pouvoir fonctionner. Pendant ce temps, l'État était paralysé. La corruption régnait. Les tentatives de négociation avec les gangs n'avaient fait qu'aggraver la situation. Et pour le Salvadorien moyen, la vie quotidienne n'était plus qu'un jeu de survie. On ne vivait plus, on survivait.
C'est cette réalité que Bukele a promis d'anéantir, pas avec des réformes, pas avec du dialogue, mais par la force. Et en 2019, il a eu sa chance. Avant l'arrivée de Bukele, la vie au Salvador n'était pas seulement dangereuse, elle était dominée par le danger. Des communautés entières vivaient sous le contrôle total des gangs. La police n'y mettait pas les pieds. L'État n'y avait aucun pouvoir. C'était comme vivre sous un deuxième gouvernement. Un gouvernement avec des armes, des tatouages et aucune pitié. Les gens payaient deux impôts. L'un à l'État et l'autre aux gangs qui contrôlaient leur quartier. Et le deuxième n'était pas négociable. Si vous étiez chauffeur de bus, commerçant, agriculteur ou simplement un parent accompagnant son enfant à l'école, vous payiez. Sinon, vous disparaissiez. Chaque geste quotidien devenait une question de survie. Quelle rue emprunter? Quelle couleur de chaussures porter? À quelle heure rentrer chez soi? Porter la mauvaise couleur pouvait vous faire tuer. Regarder quelqu'un dans les yeux pouvait vous désigner comme cible. Les garçons étaient forcés à rejoindre les gangs. Les filles étaient réduites à servir. Et si vous tentiez de fuir un gang, ou même de refuser d'y entrer, c'est toute votre famille qui pouvait en payer le prix. Les enfants apprenaient à se cacher dès qu'ils entendaient des coups de feu. Les adolescents portaient des armes à feu plutôt que des sacs à dos. Beaucoup de parents envoyaient leurs enfants vers le nord, vers les États-Unis, parce qu'il valait mieux risquer de traverser le désert que de rester. Pour la plupart des gens, la confiance avait disparu. Impossible de faire confiance à la police. Elle pouvait collaborer avec les gangs. Impossible de faire confiance aux voisins. Ils pouvaient être des informateurs. Impossible de faire confiance au gouvernement. Ils ne faisaient rien. Ce n'était pas seulement une histoire de violence, c'était une histoire de désespoir. Le genre de désespoir qui pousse des générations entières à fuir, qui transforme une nation en machine à émigrer, qui alimente les caravanes, les crises migratoires et les camps de réfugiés. En 2018, plus d'un Salvadorien sur 5 vivait à l'étranger. Ceux qui restaient en vivaient dans une terreur silencieuse. Et puis, un homme est arrivé. Un homme qui a promis de tout changer. Jeune, charismatique, toujours connecté. Il s'appelait Nayib Bukele. Et il a promis non pas de négocier avec les gangs, mais de les détruire. En 2019, le Salvador a fait quelque chose de radical. Le pays a élu un président de 37 ans, jeune, à l'aise avec les médias et totalement en dehors du système politique traditionnel, Nayib Bukele. Il n'était pas un général militaire. Il ne venait pas d'une famille oligarchique. Il n'appartenait ni à l'ancienne gauche, ni à l'ancienne droite. Il était différent. Pendant sa campagne, il a promis ce que tous les Salvadoriens espéraient depuis des années. La sécurité, la stabilité, un avenir. Mais son approche était totalement nouvelle. Il se qualifiait lui-même de « président le plus cool du monde ». Il portait des vestes en cuir et des casquettes à l'envers. Il tweetait des mèmes, écrivait depuis un iPad en Conseil des ministres. Ses partisans ne voyaient pas un politicien. Ils voyaient un PDG de la tech, dirigeant un pays comme une start-up. Et Bukele avait un produit phare à vendre, l'ordre. Il accusait les anciens partis politiques de décennies de corruption et de bains de sang. Il promettait plus de négociations avec les gangs, plus de deals secrets, plus d'excuses. S'il était élu, disait-il, le Salvador deviendrait enfin un pays sûr. Et les gens l'ont cru. Dans un pays où le meurtre faisait partie de la routine nationale, Bukele ne proposait pas seulement des politiques. Il offrait de l'espoir. Et il a agi vite. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, Bukele a déployé des milliers de soldats à travers le pays. Il a lancé le plan de contrôle territorial, une stratégie militarisée pour reprendre les zones contrôlées par les gangs, des barrages routiers, des patrouilles armées, une surveillance de masse. Pour la première fois depuis des années, les gangs ont commencé à reculer, du moins en apparence. Les critiques ont affirmé que tout cela n'était que mise en scène, que Bukele passait secrètement des accords
avec les chefs de gang en échange de conditions de détention améliorées. Des journalistes d'investigation ont publié des documents confidentiels. Les autorités américaines ont commencé à s'inquiéter. Mais la plupart des Salvadoriens s'en fichaient, la violence diminuait et la popularité de Bukele continuait de grimper. En 2021, il ne contrôlait plus seulement la présidence, mais aussi l'Assemblée nationale, la justice et l'armée. Il a remplacé les juges, renvoyé des procureurs, modifié les lois. Pour ses détracteurs, c'était la mort de la démocratie. Pour ses partisans, c'était des résultats concrets. Et puis, en mars 2022, tout a basculé. Le déclencheur n'a pas été progressif. Il a été brutal, soudain, inoubliable. Le week-end du 25 au 27 mars 2022, les gangs du Salvador ont lancé ce qui semblait être une vague de meurtres coordonnés. Ils ont tué 87 personnes en seulement 72 heures, dans des restaurants, dans des bus, en plein jour. C'était le pic de violence le plus meurtrier depuis des années. Et le pays en avait assez. Le président Bukele a réagi immédiatement. Il n'a pas prononcé de discours. Il n'a demandé aucune autorisation. À la place, il a déclaré la guerre. En quelques heures, l'Assemblée nationale a voté un décret d'urgence, suspendant les protections constitutionnelles. Plus besoin de mandat Giroud d'arrêt, plus de garanties de procès, plus de limites à la détention préventive. La police pouvait désormais arrêter n'importe qui, sur simple suspicion. Et elle l'a fait. En quelques semaines d'Aginan, des dizaines de milliers de personnes dites ont été arrêtées. Des jeunes tatoués, d'anciens membres de gangs, des gens accusés par leurs voisins. Et, selon les ONG de défense des droits humains, beaucoup d'innocents aussi. Le gouvernement a donné une consigne claire aux forces de l'ordre. Arrêter toute personne suspectée d'appartenance à un gang. Sans exception, Bukele a publié des vidéos montrant les prisonniers dénudés, alignés, humiliés. Il tweetait des graphiques montrant la chute spectaculaire du taux de meurtre. Il se moquait des critiques internationales. Il célébrait chaque jour sans homicide. Et les chiffres étaient saisissants. Fin 2022, plus de 60 000 personnes avaient été arrêtées. En 2023, ce chiffre a dépassé les 75 000. Pour faire face à cet afflux, Bukele a construit une prison de la taille d'une ville, le centre de confinement du terrorisme. Située à Tecoluca, c'est l'une des plus grandes prisons du monde, conçue pour accueillir 40 000 détenus, sans activité, sans contact avec l'extérieur, sans avocat. Rien que du béton froid, des barreaux d'acier et une surveillance 24 heures sur 24. Personne ne sort, personne ne reçoit de visite, personne n'a de droit. C'était une forteresse et un message. Bukele l'a appelé un hôtel pour terroristes. Ses détracteurs l'ont qualifié de viol de masse des droits humains. Mais la plupart des Salvadoriens n'en avaient rien à faire. Pour la première fois depuis des décennies, ils pouvaient sortir dans la rue sans peur. Et cela comptait plus que tous les rapports internationaux. Juste à l'extérieur de la ville de Tecoluca, au cœur du Salvador, se trouve quelque chose d'inédit. Une prison de la taille d'une petite ville, construite en temps record, conçue pour enfermer des dizaines de milliers de personnes indéfiniment. Son nom ? Le Centre de confinement du terrorisme, ou CSOT. De l'extérieur, elle ressemble à une base militaire. De l'intérieur, elle ressemble à la fin de la liberté. Des murs massifs en béton, des tours de garde armées, des rangées de pétroleurs de conges et de portes en acier, des barbelés partout, des miradors à chaque coin. À l'intérieur, 8 bâtiments, chacun composé de dizaines de cellules sans fenêtres. Pas de lit, juste des dalles, en béton, pour dormir. Aucun objet personnel, aucune visite familiale, aucun appel, aucun avocat. Les prisonniers sont enfermés 24 heures sur 24, sous surveillance permanente. La lumière reste allumée toute la nuit. Les repas sont jetés par des trappes métalliques. Chaque cellule peut contenir jusqu'à 100 hommes, entassés épaule contre épaule. Aucun espace de loisirs, aucune lumière du soleil, aucune ventilation. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, vous n'en sortez plus.
Quand Bukele a inauguré la prison, début 2023, il en a fait un événement public. Une vidéo bien produite montrait des prisonniers torse nus, tête baissée, mains liées, marchant en file vers le complexe. Des milliers, en rang parfait, maigres, tatoués, silencieux. Le message était clair. L'ordre est arrivé. Pour ses partisans, c'était l'image qu'ils attendaient qu'ont depuis des décennies. La justice après le chaos. Pour ses détracteurs, c'était dystopique. Un pays transformant l'incarcération en spectacle. Mais pour Bukele, c'était justement le but. Il ne construisait pas seulement une prison. Il construisait une marque de contrôle total. Le complexe peut accueillir 40 000 détenus, ce qui en fait l'une des plus grandes prisons de la planète. Et ce n'est que la pièce maîtresse d'un système bien plus vaste. Dans tout le pays, des centaines de centres de détention débordent. Les procès sont suspendus. Beaucoup de détenus n'ont jamais été formellement inculpés. Certains sont morts en détention, officiellement de torture, de malnutrition ou de refus de soins médicaux. Mais encore une fois, l'opinion publique reste largement favorable. Pour les Salvadoriens qui ont vécu des décennies dans la peur, le Sécotte n'est pas une prison. C'est un symbole de liberté. Liberté face aux gangs, liberté face à la peur, même si cela signifie enterrer l'état de droit. Commençons par le chiffre principal, le taux d'homicide. En 2015, le Salvador a enregistré plus de 6600 meurtres, soit en moyenne 18 homicides par jour. En 2023, ce chiffre avait chuté de plus de 90%. Aujourd'hui, le Salvador fait partie des pays les plus sûrs d'Amérique latine, avec moins de meurtres par habitant que la Colombie, le Mexique ou le Brésil. En 2022, on a compté 495 homicides. En 2023, moins de 200. Des semaines entières peuvent donc passer sans un seul meurtre, ce qui aurait été impensable il y a encore quelques années. Mais il ne s'agit pas que des meurtres. Extorsion, en baisse. Braquage à main armée, en baisse. Vol de voitures, violence des gangs, enlèvement, tous en forte baisse. La police affirme avoir démantelé des dizaines de cellules criminelles et nettoyé des régions entières de la présence des gangs. Dans des quartiers autrefois contrôlés par MS-13 et Barrio 18, les gens ouvrent des commerces, se promènent et envoient leurs enfants à l'école sans peur. Le tourisme augmente, les investissements reviennent, la confiance du public se renforce. Le président Bukele utilise ces chiffres comme preuve que ses politiques fonctionnent. Et pour beaucoup de Salvadoriens, c'est vrai. Mais ces chiffres révèlent aussi quelque chose de plus sombre. Depuis 2022, plus de 75 000 personnes ont été arrêtées. Cela représente plus de 1% de toute la population. Au pic des arrestations, la police détenait jusqu'à 1600 personnes par jour. Beaucoup ont été emprisonnés sans aucune charge formelle. Des groupes juridiques estiment que des milliers d'innocents sont encore derrière les barreaux. Certains ont simplement disparu dans le système. Il y a eu au moins 150 morts confirmées en détention, certaines dues à la torture, d'autres à des maladies non soignées. Et pourtant, le soutien persiste. Les sondages montrent que Bukele, Agenitis, conserve plus de 90% d'opinion favorable, le taux le plus élevé de tout l'hémisphère occidental. Il est particulièrement populaire parmi les plus pauvres, ceux qui ont le plus souffert de la violence des gangs. Dans de nombreux cas, les gens disent qu'ils sont prêts à accepter des arrestations arbitraires et des violations des droits humains, tant que les gangs disparaissent. Pour eux, la peur de l'État vaut mieux que la peur des criminels. Et c'est là que le modèle devient si complexe, car selon les critères traditionnels, ça fonctionne. Mais une question demeure. À partir de quand un pays devient-il si sécurisé qu'il cesse d'être libre? L'histoire du Salvador est loin d'être terminée. Et ce qui ressemble à un miracle aujourd'hui pourrait devenir un avertissement demain. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle-ci, des pays au bord du gouffre, des puissances qui redessinent des nations, abonnez-vous à la chaîne. Nous allons au-delà des gros titres. Et ce que nous découvrons n'est pas toujours rassurant. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt
dans une prochaine vidéo.